Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. Après avoir connu une évolution soutenue, les prix de l'immobilier se sont stabilisés ces 2 dernières années. Alors qu'en sera-t-il en 2025 et dans le futur? C'est l'une des questions que l'on va poser à nos invités ce soir. Des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Jean Cormand, bonsoir. Vous êtes le fondateur de l'agence Victoire Properties. Et j'ai à mes côtés également Philippe Ledan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste à ING. Première question pour vous, Jean Cormand. C'est vrai que vous êtes un peu spécialisé dans l'immobilier haut de gamme. Mais s'il fallait dresser un tableau de l'immobilier en 2024 en région bruxelloise, vous diriez quoi ? Je resterai assez serein parce que même si on a un petit tassement au niveau prix, il est logique compte tenu de la poussée qu'on a eue au niveau des taux d'intérêt, qui a quand même réduit un peu le pouvoir d'achat des gens. Mais fondamentalement, les prix restent justifiés et on n'a pas un problème de non-vente, on va dire comme ça. Ouais, et donc il y a eu moins de transactions en 2024, le marché a été plus calme, moins tendu. Alors, il n'y a pas un marché, il y a plusieurs marchés. Je dirais que dans le neuf, il y a eu moins de transactions parce que les prix ont fort augmenté, il y a eu moins d'offres, dans la mesure où les permis n'ont pas été délivrés. Quand ils ont été délivrés, il y a eu des recours, soit des voisins, soit de la commune, par rapport à un permis délivré par la région. Donc ça, ce sont des phénomènes qui ont pesé lourd sur le marché. Au niveau des biens existants, là, le fait que les ventes étaient plus lentes, ça a un peu réduit l'appétit et des acheteurs et des vendeurs. Et donc, quelque part, c'est un peu plus stable. On a fait le même chiffre d'affaires que l'année passée, mais on a dû faire plus de ventes, 20% de ventes en plus pour y arriver. Et alors en location, là on a un phénomène, surtout pour tout ce qui est expatrié, de maîtrise des coûts qui est demandé par les entreprises et qui fait qu'ils optent plutôt pour des appartements plutôt que des grosses villas. Et ça aussi a un peu pesé sur le marché. Oui, alors Philippe Ledan, on parle de marché, on parle de segments. Il y a évidemment des segments différents. Mais vous, à ING, vous avez fait une étude il y a quelques semaines où vous pariez sur une augmentation en 2025, mais qui n'aura pas une ampleur aussi grande que ça a été il y a quelques années. Oui, mais premier élément, je partage entièrement le constat qui a été fait sur Bruxelles. C'est un peu ce qu'on voit sur l'ensemble de l'économie belge, enfin de la Belgique, du marché belge. Donc on a eu des prix qui se sont stabilisés en 2024, mais un nombre de transactions qui reste relativement faible. Ça avait déjà beaucoup baissé en 2023, ça s'est stabilisé en 2024. Pour 2025, la première chose à laquelle on s'attend, c'est quand même qu'on ait un peu plus de transactions. Donc que les candidats acheteurs reviennent sur le marché. Et là, je pense que le rôle des taux d'intérêt est important parce que je pense quand même que pendant très longtemps, les candidats acheteurs sont restés dans une dynamique où, OK, il y a beaucoup d'inflation, donc les taux sont beaucoup plus élevés. Mais après ça, les taux vont revenir au niveau qu'on a connu entre 2015 et 2020, c'est-à-dire des taux presque zéro, entre 1%. Aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. Voilà. Et les gens commencent à en prendre confiance. Exactement. Et donc aujourd'hui, les candidats acheteurs disent voilà, c'est la nouvelle réalité du marché et finalement, les taux ne sont pas si élevés que ça, mais ils ne reviendront pas. Ça ne sert à rien que j'attende. Et donc ça, c'est le premier phénomène qu'on attend pour cette année. C'est un retour des candidats acheteurs pour avoir un peu plus de transactions. Et parallèlement à ça, parce qu'il y a une augmentation des revenus par l'indexation des revenus des ménages des candidats acheteurs, on devrait avoir, donc si vous avez plus de candidats acheteurs avec un revenu qui est un peu augmenté, des taux qui se stabilisent, l'un dans l'autre, ça devrait également permettre une dynamique des prix un peu plus forte que ce qu'on a connu ces 2 dernières années. Vous parlez de 3% en 2025. Ouais. En nominal, ce qui n'est pas énorme encore une fois. C'est quasi nul, hein, parce que si j'ai une inflation de 3%, même si j'ai une augmentation des prix de 3%, mais je crois qu'on a eu plusieurs phénomènes. On a eu le Covid, où là les prix partaient, où les gens se disputaient, on faisait des surenchères et ainsi de suite. C'était un marché malsain. Mais à l'époque, on payait 0,80, 1,25, et on avait l'impression que si on n'achetait pas tout de suite, on ne trouverait plus. Oublions cette période-là, mais c'est surtout les propriétaires qui doivent l'oublier parce qu'ils ont comme point de référence cette période-là. Et les estimations qui ont été faites à l'époque, aujourd'hui, sont décevantes par rapport au prix. Ça, c'est un point.
Dans le neuf, quand les prix ont augmenté très très fort, et c'est lié aux normes énergétiques qui obligent à avoir un coût de construction nettement plus coûteux, au foncier qui a été acheté à l'époque du Covid, aux permis qui n'ont pas été délivrés. Donc on est, pour reprendre des exemples, on est à Bruxelles, donc on peut parler d'exemples bruxellois, des appartements sur le boulevard de la Houlue ou près du Cora à Houlue et Saint-Lambert, qui sont des situations entre guillemets moyennes. On n'est pas dans le très 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 haut de gamme. On était à 3005, on est passé à 4002, on est à 4006, et aujourd'hui, pour les nouvelles constructions et les nouveaux projets, on sera à 5000. Donc quand on a eu des projets qui ont été dilués dans le temps avec plusieurs phases, les acheteurs, voyant les nouveaux prix, disaient on va attendre, ça va redescendre, mais ça ne va pas redescendre. Les prix des matériaux vont continuer à monter, on en parlait précédemment. L'Ukraine aujourd'hui, si jamais, j'espère pour eux, on a une trêve et la fin de la guerre, il va falloir reconstruire. Et ce n'est pas des dizaines, c'est des centaines de milliards de projets de construction qui vont aller là-bas. Avec tous les ouvriers qui travaillent aujourd'hui chez nous qui vont aller là-bas, avec le prix des matériaux qui va flamber parce que ça va être subsidié par l'Europe et autres. Donc, il y a ce phénomène de vase communicant. Donc, je crois que les prix en neuf ne vont pas baisser. En existant, je crois qu'ils sont arrivés à un équilibre. Donc, je crois qu'il faut acheter aujourd'hui et pas anticiper une baisse de prix. Ça, c'est l'agent immobilier qui nous le dit, hein, évidemment. Vous n'allez pas nous dire le contraire. C'est une réalité. Mais non, je peux penser à l'avenir. Donc Alors, juste une question, parce que quand on lit votre étude, il y a quand même ce constat. Vous dites 63% des Belges pensent en outre que les logements deviennent inabordables pour les jeunes acheteurs. C'est un vrai problème, ça, aujourd'hui, Philippe Ledan. Le premier achat, si on n'a pas des économies derrière. Oui, ça c'est clair, ça reste un souci. Ça reste un souci aussi parce qu'on vient probablement, il y a très longtemps, il y a 15 ans ou 20 ans, on vient d'une situation, il était probablement relativement à d'autres pays, beaucoup plus facile d'accéder à la propriété. Puis maintenant, on arrive dans une situation, on l'a dit, par cette augmentation des prix. Et particulièrement à Bruxelles, qui est la région la plus chère. Et particulièrement à Bruxelles, mais aussi parce que l'offre est limitée. Donc il y a toute une série de phénomènes qu'effectivement, cette partie-là du marché, pour les fameux primo-acquéreurs, ça devient de plus en plus difficile. C'était l'ancienne situation qui était hors norme ou anormale quelque part. Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de salaire, on n'arrive plus à financer une acquisition de maison, sauf si papa, maman sont derrière et donnent un petit coup de pouce. Parce que là, j'ai regardé les derniers chiffres de Stade Bell pour les maisons. C'était Turbeek où le prix médian est le plus élevé, avec 720 000 euros. Le moins cher, c'est Anderlecht, 350 000. Pour les appartements, c'est Saint-Gilles, pour Stade Bell, 350 000 euros. Et Anderlecht, à nouveau, le moins cher, pour 205 000. Bon, alors les prix médians, il faut un peu nuancer, parce qu'il y a des communes qui sont beaucoup plus hétérogènes que d'autres. Prix médian, ça veut dire que la moitié s'est vendue plus cher et la moitié s'est vendue moins cher. C'est pas une bonne base statistique pour vous, le prix médian? Non, je crois, parce que d'une rue à l'autre, d'un trottoir à l'autre, d'une orientation à l'autre, on peut avoir de grosses diversités. Et donc, quand on sort à prix médian, rien n'est plus faux et rien n'est plus vrai qu'une statistique, mais ça ne correspond pas toujours à une réalité. Alors, on ne peut pas dire que le climat économique soit vraiment favorable, Philippe Ledan, quand on voit ce que nous prévoit le prochain gouvernement, toutes les incertitudes budgétaires qu'il y a. Est-ce que vous pensez que, malgré tout, les gens vont se dire, comme vous le dites, il n'y aura pas de changement sur les taux d'intérêt, sur les prix, et donc c'est le moment d'acheter? Le risque, c'est effectivement qu'il y ait d'autres chocs négatifs qui surviennent. Nous, quand on fait notre analyse, nos prévisions, c'est en considérant, en prenant toute une série d'hypothèses, par rapport à des choses que l'on sait, on ne peut pas présager des décisions ou des chocs fiscaux qui vont intervenir ou d'autres chocs économiques. C'est compte tenu de ce que l'on sait. Encore une fois, je pense que prévoir une augmentation des prix de l'immobilier de l'ordre de 3% est loin d'être excessif. C'est simplement une augmentation des prix de l'immobilier de l'ordre de l'augmentation des prix à la consommation et donc de l'ordre de l'augmentation des revenus. Donc, quelque part, il y a une certaine modération dans cette prévision. On est loin, effectivement, de ce phénomène 2020-2021 où c'était le phénomène FOMO, la peur de ne pas participer à la fête. Pas trouver en disant si je ne fais pas aujourd'hui, demain sera trop tard. Donc on n'est plus du tout dans ce monde-là. Donc, premier élément, les prévisions sont plutôt modérées, je dirais. C'est un redémarrage en termes de volume
calme du marché et en termes de prix qui est soutenable et soutenu par l'évolution des revenus. Et au-delà de ça, effectivement, on n'est pas à l'abri d'avoir des chocs supplémentaires qui soient fiscaux, bon, ça relève des gouvernements à former, ou qui soient purement économiques. Oui, 2025 va être une année chargée, hein. Il va y avoir l'intronisation de Trump, c'est vrai pour la bourse, c'est vrai Bien pour... sûr, voilà, c'est pas propre à l'immobilier, tout donc à fait. Je crois qu'on doit... Ouais. Et donc là, on est à 3% en 2025, 3%. Vous dites 3,8% en 2026, mais vous dites que ça, c'est pas vraiment une augmentation. Si on voit le coût de la vie, ça fait partie de l'augmentation normale du coût de la vie. Oui, l'idée, effectivement, hein, si on met les chiffres de côté, l'idée est, comme je le disais, un redémarrage calme du marché, probablement meilleur en 2026 qu'en 2025, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'incertitudes pour le moment. Il y a ce phénomène de taux où il faut simplement que les candidats acquéreurs se réhabituent à avoir des taux d'intérêt. Voilà, il faut qu'ils digèrent cette hausse faciale, mais qui n'est pas une hausse importante. On a connu du 8% à un moment donné. Donc c'est juste un pouvoir d'achat qui a été limité, mais qui est compensé par l'augmentation, l'indexation et ainsi de suite. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens ont pris conscience qu'il ne fallait plus attendre pour avoir une baisse. C'est ça. Et c'est ça qui va faire redémarrer le marché. Oui, alors on sait qu'en région bruxelloise, le bâti est plutôt ancien, mais selon vous, est-ce qu'un bâtiment qui est moins énergivore, aujourd'hui, ça reste une réelle plus-value pour le vendeur, ou alors ça a moins d'importance en région bruxelloise où il y a une part énorme de bâtis anciens? Alors, de nouveau, c'est une question de moyens. Quand il y a eu vraiment la crise avec le gaz qui a fait x4, x5, x6, tout le monde, quand ça a été le Covid, tout le monde voulait un jardin. Et puis quand ça a été la crise pétrolière ou du gaz, tout le monde a voulu revenir en ville pour éviter les frais de transport et ainsi de suite. Donc il faut retrouver un certain équilibre. Mais quand le gaz est de nouveau redescendu très fort, on sentait que c'était moins présent dans les préoccupations des gens. Ils étaient dans l'immédiat, ils disaient si je paye 50 € de plus de charges, pas grave, je ne vais pas dépenser 100 000 € de plus pour avoir un bâtiment. Par contre, que ce soit dans le bureau ou dans le neuf, le PEB est vraiment quelque chose de déterminant. Au niveau des locataires, ils disent il me faut un PEB B parce que je veux pas dépenser en charge. Mais si j'ai peu de charges, le propriétaire va en profiter parce que c'est toujours un budget all include. Donc si j'ai un budget de 1 000 € pour me loger et que je paye 200 € de charge, je vais donner 800 € de loyer. Si je paye 100 € de charge, je vais donner 900 €. Alors l'efficacité énergétique, vous le dites dans l'étude, elle a quand même son importance pour pas mal de gens qui achètent. On regarde quand même encore à ce point-là. Probablement un peu moins, effectivement, que pendant la crise du gaz. Ça, je pense sincèrement que ce n'est pas nécessairement un bon calcul. Hein. Donc, malheureusement, il y a cet effet prix. C'est quand les prix sont élevés qu'on y regarde. Mais en fait, on regarde la situation maintenant. Je vais dire, a priori, si on achète un logement, puisqu'on va rester sur l'achat, l'achat et la vente, on le fait pour une longue période. Et donc, il faut aussi se demander, oui, mais comment risquent d'évoluer les prix de l'énergie? Et là, force est de constater que la probabilité que les prix de l'énergie plongent et qu'on paye notre énergie vraiment bon marché dans les prochaines années est quand même relativement limitée. Donc la probabilité que les prix de l'énergie continuent de grimper est quand même plus élevée. Donc ça, c'est probablement pour ça que ça reste quand même un élément où les gens se demandent, tiens, est-ce que... Pour les occupants et pour les investisseurs. Voilà, parce que... tout à fait. Hein, donc ça reste quand même un élément de discussion et peut-être, j'aurais presque tendance à dire, pas suffisamment au regard de ce qui nous attend dans les prochaines années. Oui, alors il y a un autre élément à mettre dans la balance, c'est la concurrence fiscale, puisqu'il y a eu des modifications des droits d'enregistrement en Flandre. Ils étaient déjà moins bas, mais ils sont encore plus bas qu'en région bruxelloise. Et puis en Wallonie, qui a diminué aussi ses droits d'enregistrement de 12,5% à 3%. Est-ce que ça risque de faire une concurrence entre régions? On avait posé la question à une notaire il y a quelques semaines sur ce plateau. Écoutez sa réponse. Concurrence, ça signifierait que des personnes qui sont établies à Bruxelles partiraient s'installer en Wallonie ou en Flandre pour des raisons de fiscalité. Je pense que le choix de s'installer à Bruxelles ou en Wallonie ou en Flandre, ce n'est pas tellement une question de fiscalité. Alors évidemment, c'est quelque chose qui a
un impact parce que dans un budget achat, on doit prévoir un package plus important au niveau des droits d'enregistrement. Mais pour moi, ça n'est pas un élément qui va provoquer un exode. Et pour moi, vraiment, la réflexion de quitter Bruxelles, c'est une réflexion qui est plus globale. C'est de dire, typiquement, ça dépend un peu du profil de la famille ou du couple. Quitter Bruxelles, c'est par exemple, la famille s'agrandit, on décide d'avoir un enfant ou d'avoir un enfant de plus, on veut avoir un peu plus d'espace et dans un appartement à forêt, c'est compliqué, on n'a qu'une petite terrasse et là, on a la possibilité d'acheter une maison avec jardin à Jodogne. Alors on se dit, voilà, l'un ou l'autre est originaire de cette région-là. Et donc, c'est quelque chose qui va avoir de l'incidence. Mais je ne pense pas que ce soit uniquement le fait de dire je paierai moins de droits d'enregistrement en région wallonne ou en région flamande qui va être déterminant dans ce départ et dans cette décision de quitter Bruxelles. Oui, alors, Jean Cormand, vous pensez que cette... Non, je suis un peu plus nuancé parce que c'est pas s'expatrier. Quand je suis à Uccle et que je peux acheter de l'autre côté de la rue à Rode-Saint-Genès, quand je suis à Beaulieu-Saint-Pierre et de l'autre côté de la rue c'est Krainem, ou que c'est Tervure, même s'il y a le carrefour des Quatre Bras entre les deux, ça va quand même jouer. Donc on va quand même... D'abord pour des raisons fiscales globales, en dehors des droits d'enregistrement, parce qu'on sent aujourd'hui que les gens veulent être rassurés quant à la pérennité de la région et ce qui se passe à Bruxelles. Et on est au bout donc de l'absence de gouvernement. L'absence de gouvernement fait encore plus peur aux gens quant à la pérennité fiscale et les possibilités. Donc je crois que la Flandre va garder un gros avantage qu'elle n'avait pas avant, parce qu'avant, quand on avait une maison à Beaulieu-Saint-Pierre, ça valait plus qu'à Krainem et ça valait plus à Uccle qu'à Rode-Saint-Genès. Aujourd'hui, c'est en train de s'inverser. Est-ce que les gens vont faire une bonne affaire? Ceux qui ont négocié avant, oui. Après, il va y avoir un effet d'aubaine, puisque les gens ont... Donc en Wallonie, les prix vont augmenter, c'est ça que vous Les prix vont augmenter en Wallonie et les prix vont augmenter en Flandre aussi. Parce que les gens ont un budget global, ils ont un budget de 100, s'ils dépensent 10 de moins pour les taxes, ils vont avoir de la souplesse dans la négociation du prix. Alors Philippe Ledan, vous confirmez, vous pensez que cette diminution de la fiscalité immobilière, elle va entraîner une hausse des prix en Wallonie et en Flandre? Il faut juste regarder les chiffres. La Flandre a déjà fait l'exercice précédemment. Il y a des études qui ont été faites et qui tendent à montrer qu'effectivement, au moins la moitié de l'économie qui est faite par la diminution des droits d'enregistrement va dans la poche du vendeur. Et donc ça, c'est le gros problème de toute politique pour essayer de stimuler la capacité de candidats acheteurs à acheter, c'est que la plupart des politiques qui vont être mises en œuvre vont généralement être à l'avantage du vendeur. Parce que, encore une fois, les poches ne sont pas séparées, les poches d'un acheteur ne sont pas... Il a tout ce un qu'il ne donne budget. pas là, il le donne à l'autre. Exactement. Donc c'est juste une question de répartition de la capacité d'achat de l'acheteur. Et donc, malheureusement, ce type de politique est assez... Bien sûr, on ne va pas dire que ça ne va pas marcher. Et il y a des primo-acquéreurs qui vont qui vont réussir. Mais à la marge. Mais ce sera à la marge, mais ce n'est pas de nature à créer des grands mouvements de foule ou à faciliter très fortement. Ça va peut-être... On va être un peu nuancé, ça va peut-être faciliter une certaine mobilité. Oui. Si on déménage ou si on change d'emploi, si on est moins pénalisé par les droits d'enregistrement, là on pourrait avoir une influence. Alors une question à l'économiste, Philippe Ledan. Pour l'instant, la région bruxelloise, elle a prévu l'abattement, donc on ne paye pas de droits d'enregistrement sur les 200 premiers 1000 euros si le bien ne dépasse pas 600 000 euros. Est-ce que selon vous, la région bruxelloise doit adapter sa fiscalité pour rester concurrentielle? Alors, je vais rester cohérent avec ce que je viens de dire. Et donc, concrètement, si je devais prendre des mesures, je n'irais pas nécessairement dans cette direction-là. Après, on peut modifier le système parce qu'on préfère telle politique à telle autre politique, ou on préfère s'aligner sur les autres régions. Politique. Mais encore une fois, si je veux faciliter la capacité des gens à acquérir un logement, il faudrait peut-être déjà travailler sur l'offre.
Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Notamment dans le neuf, au niveau des permis. Délivrance de permis, je pense que l'impact pour les candidats acquéreurs serait bien plus important que de dire, voilà, je dois m'aligner sur les autres régions. Donc, je trouve qu'il faut... C'est assez étrange comme façon de voir, de se dire que si je veux faciliter la capacité à acquérir un bien, je dois forcément uniquement travailler sur des abattements fiscaux, sur la fiscalité. Il y a la première règle en économie, c'est qu'un marché, c'est une confrontation entre une offre et une demande. Travaillez sur l'offre et vous pouvez avoir un effet beaucoup plus important sur les prix et aussi sur les quantités, donc sur la capacité des gens. Aujourd'hui, un permis, c'est entre 6 et 7 ans pour l'obtenir. Voilà. Donc ça veut dire que pendant 7 ans, vous bloquez votre foncier, vous ne savez pas investir dans autre chose, et c'est finalement le consommateur qui paye à la sortie, puisqu'on accumule tous les coûts et puis on fait un prix de vente. Donc je crois que le problème de l'offre avec ces permis qui ne sont pas octroyés ou qui sont réduits, un bête exemple, on a un dossier à Watermal-Boisfort, ça fait 11 ans qu'on est dessus. Il y avait au départ 90 appartements, on est passé à 57 et la dernière mouture, c'est qu'il faut changer, mettre le traversant de l'autre côté pour que les chauves-souris ne soient pas dérangées par la lumière des habitants au niveau du living. Et donc on va obliger les gens à vivre au nord pour ne pas... Alors que non, la lumière et les chauves-souris, ce n'est pas vraiment leur truc. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc on a un projet qui a fait 11 ans, le foncier est bloqué, on a réduit de moitié, et on n'a toujours pas un permis. Ouais, donc hâter la délivrance des permis. Mais juste une question encore, on l'a déjà abordé, mais je voudrais qu'on termine là-dessus. Sur les droits, sur les taux d'intérêt, qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui avec certitude que ces taux ne vont plus baisser? Alors, on parle du futur, donc il n'y a pas de certitude, premier élément. Deuxième élément, fondamentalement, nous ne sommes plus dans les conditions macroéconomiques qui justifierait des taux tels qu'on les a connus entre 2015 et 2020. Et la raison principale en est que l'inflation est de retour. Même à un niveau plus normal, entre 2 et 3%, mais dans les années 2010, on était plutôt entre 1 et 2%. L'inflation était en train de disparaître. Aujourd'hui, nous sommes revenus dans un monde où il y a tout le temps... Comme par le passé, encore une fois, il n'y a rien de neuf, mais on est revenu dans un monde où il y a systématiquement des éléments de pression à la hausse, que ce soit l'énergie, que ce soit les matériaux, que ce soit la plupart des matières premières, que ce soit les coûts salariaux, que ce soit le protectionnisme, et tous ces éléments, que ce soit les réglementations par rapport au changement climatique. Mais tout ça, ça coûte. Et ça coûte de plus en plus cher et ça génère un fonds d'inflation qui avait disparu dans les années 2010. Et ça, c'est la principale justification d'un retour. On parle pas d'avenir, c'est la principale justification de dire... N'attendez pas que les taux reviennent. Là, pour moi, si vous voulez, la seule raison pour laquelle les taux pourraient revenir au niveau qu'on a connu entre 2015 et 2020, c'est une lourde récession, c'est qu'on revienne, alors déjà la croissance n'est pas formidable, mais qu'on revienne avec une lourde récession, une grave crise économique qui pousserait à ce moment-là la Banque centrale à dire, écoutez, tant pis pour l'inflation, mais il faut quand même soutenir l'économie. Voilà, il faut baisser les taux. Et ça, sincèrement, je pense que personne ne le souhaite. Donc, voilà, fondamentalement, nous sommes revenus dans un monde avec une inflation plus normale, peut-être même un peu plus élevée que la normale, et ça justifie des taux d'intérêt plus élevés. Et ce n'est pas mal ça. Et ça, Jean Cormand, il faut en convaincre les acheteurs potentiels aujourd'hui. Mais je crois qu'aujourd'hui, ils ne sont pas convaincus. Non, aujourd'hui, c'est fait. Donc, on a vécu 2 années où ils espéraient et où ils n'acceptaient pas la hausse des prix, mais aujourd'hui, ils n'espèrent plus une baisse des taux, et ils acceptent que les prix sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc le marché va redémarrer. Très bien, mais merci en tout cas pour tous ces éclaircissements. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.